Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Doctrine parlementaire à laquelle vous allez devoir vous habituer sur les antennes de la RTNC2, la deuxième chaîne nationale qui rime avec les développements. Doctrine parlementaire, comme son intitulé l'indique, est un magazine politique qui fait la chronique des activités parlementaire et qui revient sur les grandes lignes de l'actualité brûlante de l'heure. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour l'édition d'aujourd'hui, nous avons l'honneur et le réel plaisir de recevoir pour vous un grand personnage de l'histoire politique de notre pays, surtout à l'heure où nous parlons alternance démocratique dans notre pays. Lui, c'est qui? C'est donc le docteur Noël Tchani Mwandia Vita, candidat à l'élection présidentielle de décembre 2018. Il est économiste international, en même temps auteur du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la République démocratique du Congo. Sur le plan politique, vous devez savoir qu'il est président d'un regroupement politique dénommé Force du Changement. Bonjour, docteur Noël Tchani. Bonjour et merci de me recevoir à la RTNC2. Cette brève présentation vous va? Ça me va parfaitement bien. Avec le docteur Tchani Noël, deux sujets nous préoccupent tout au long de cet entretien que j'aurai avec lui. Vous notez, on ne sait pas parler du docteur Noël Tchani sans évoquer avec lui ce plan, comme je l'ai annoncé dans sa présentation. Donc, c'est plan qu'il appelle plan Marshall Noël Tchani. Et aussi, comme les prévoit les cahiers de charges de cette émission, nous allons parler avec lui des grandes questions de l'heure qui se trouvent être dominées par la nomination du Premier ministre et de la formation de son équipe gouvernementale qui est donc en attente. Voilà donc les deux axes majeurs qui vont constituer donc les grandes lignes qui vont nous préoccuper tout au long de cet entretien. Mais comme je l'ai dit, docteur Tchani, vous êtes donc président d'un regroupement politique Force du Changement. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Oui, effectivement, c'est un regroupement politique comme le nom l'indique. Moi et quelques Congolais, des intellectuels, nous nous sommes mis ensemble et on était préoccupés par la situation de notre pays. Nous étions écœurés par la mauvaise gouvernance qui a caractérisé la gestion de ce pays pendant toutes ces années. Et on s'est dit on voudrait apporter des valeurs nouvelles sur le marché politique congolais. Ces valeurs nouvelles, c'est la bonne gouvernance, l'intégrité, la bonne gestion des ressources publiques au profit de tout le peuple congolais. C'est ça qui sous-entend la création donc, du regroupement politique, donc la force du changement. Donc une justice sociale, une justice redistributive, c'est-à-dire un développement du pays qui profite pas à quelques-uns, mais à tout le peuple congolais sans exception. Bon, on sait aussi de vous que vous avez évolué longtemps à l'étranger. Est-ce qu'on peut avoir un peu votre parcours brièvement là-dessus? Oui, comme je le disais tout à l'heure, je suis sorti d'ici comme un petit garçon envoyé par le gouvernement du Zaïre pour aller étudier à l'étranger. J'ai étudié à l'université de Liège en Belgique, où j'ai obtenu donc la maîtrise en sciences économiques. Je suis allé à l'université de Grenoble en France pour obtenir le diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion financière et fiscalité. Je suis parti à Paris pour faire l'Institut supérieur donc, de gestion, où j'ai obtenu le diplôme de 3e cycle en finance internationale. Je suis allé à San Francisco, en Californie, aux États-Unis, à l'European University of America, pour prendre les cours d'anglais, mais également les cours d'initiation au programme de MBA, donc Masters of Business Administration. J'ai terminé mon MBA donc à New York, à Delphi University, en banque et marché financier, avant de faire mon doctorat en sciences économiques, options banque et finances, à l'Université de Paris 9 Dauphine en France. Et après cela, j'ai fait des études complémentaires postdoctorales à Harvard University dans l'État de Massachusetts dans le domaine de leadership et de management. C'est ça qui m'a tenu pendant toutes ces années à l'étranger. Mais après avoir terminé les études,
J'ai travaillé pendant 10 ans dans les banques commerciales et d'investissement à New York, parmi les plus grandes banques du monde, telles que JP Morgan Chase et la Citibank. Et après, j'ai fait 28 années de banque de développement à la Banque mondiale, donc à Washington, D.C. Donc, dans cette longue trajectoire, on peut déduire que vous êtes resté longtemps aux États-Unis. Je suis resté longtemps aux États-Unis, bien que travaillant sur plusieurs pays à travers le monde. J'ai travaillé sur 85 pays au total sur les 5 continents. Je faisais la navette entre Washington et tous ces pays-là, et parfois j'étais basé en Afrique, tel qu'au Tchad, où j'étais représentant de la Banque mondiale là-bas, où j'ai travaillé sur l'Indonésie, sur des pays des Caraïbes, l'Amérique latine, ainsi de suite. On va revenir là-dessus quand nous aurons à évoquer le plan Marshall et Noël Tchani. Alors, comme vous avouez que vous êtes resté longtemps aux États-Unis, docteur Tchani, les États-Unis, c'est quand même un pays qui fait rêver bon nombre des Congolais. Il suffit seulement de jeter un coup d'œil dans des maisons, des maisons qui organisent la loterie pour aller aux États-Unis. C'est là où vous allez vous rendre compte que les États-Unis, c'est quand même un pays qui fait rêver bon nombre des Congolais, pour ne pas dire aussi quelques officiels qui joueraient aussi dans l'anonymat. Mais vous avez décidé d'abandonner pour revenir au pays, la RDC. Quelles en étaient les motivations? Vous savez, lorsqu'on parle des États-Unis d'Amérique, les gens voient le résultat que nous avons aujourd'hui, mais ils ne savent pas d'où ça vient. Il y a ce qu'on appelle les pères fondateurs des États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire qu'il y a eu des Américains, un moment, qui avaient décidé de se mettre ensemble, de travailler pour bâtir les États-Unis que nous avons aujourd'hui, qui font l'envie de tout le monde entier, y inclus des Congolais qui veulent émigrer là-bas. Moi, je voudrais aussi faire partie de l'histoire, c'est-à-dire prendre mon pays à moi, qui a beaucoup de potentialités de devenir un grand pays. Vous savez que le Congo est littéralement aussi riche, sinon plus riche que les États-Unis d'Amérique. Mais nous sommes aujourd'hui sous-développés parce que nous n'avons pas eu des gens qui ont décidé de se sacrifier pour développer ce pays, pour en faire l'équivalent donc des États-Unis d'Amérique, mais sur le sol congolais. Je voudrais faire partie de ces gens-là. Je voudrais faire partie des gens qui ont conçu une stratégie de développement, qui vont sortir le Congo du sous-développement, qui vont en faire un pays émergent à l'espace de 15 ans. Pour vous en convaincre, je vous dis par exemple que dans le plan que nous avons conçu pour la RDC, nous envisageons de pouvoir bâtir les infrastructures de base, les routes, les autoroutes, les chemins de fer, pour relier toutes les 26 provinces du pays. J'arrive. Pour relier toutes les 26 provinces du pays. Et aussi, nous allons prendre une ville modèle. Par exemple, ma ville natale d'Nganajika. Nous allons y amener des routes, des autoroutes, des chemins de fer. Nous allons construire des quartiers résidentiels nouveaux, juste comme aux États-Unis. On va développer une zone d'exploitation agricole, juste comme aux États-Unis. Et nous allons construire des nouveaux quartiers administratifs, les cours, les tribunaux, la police et consorts. J'arrive, laissez-moi finir l'idée. Une minute. Non, je voudrais que vous puissiez, que les gens puissent saisir ça. Une fois que nous avons construit ça, ce sera une ville moderne, différente des Nganajika que nous connaissons aujourd'hui, qui sera l'équivalent d'une ville américaine telle que Potomac, Maryland, où j'ai vécu aux États-Unis, ou telle que Versailles, donc en France. Mais une fois qu'on a conçu cela, nous allons répliquer ça 244 fois dans les 26 provinces du pays, à travers tout le pays. On aura transformé, à l'issue de 15 ans, la République démocratique du Congo en l'équivalent des États-Unis, mais dans notre pays. C'est ça qui m'a motivé à quitter le luxe américain pour venir dans mon pays, pour donner à mon peuple, au peuple congolais, l'opportunité de vivre mieux et d'espérer avoir une meilleure vie. D'accord. Moi, ce que j'aurais voulu avoir dans vos propos par rapport à cette question, c'était, comme vous l'avez dit, faire voir aux Congolais que c'est bien beau de rêver les États-Unis, c'est bien beau de rêver l'Europe, mais, comme vous l'avez dit, que ce sont des gens qui ont travaillé, qui ont consenti des gros efforts pour que les États-Unis deviennent ce qu'ils sont aujourd'hui, pour que l'Europe devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, cela n'est pas tombé comme d'une baguette magique, c'est un effort, donc c'est un processus d'un grand effort des peuples européens ou américains qui ont travaillé. Et vous l'avez aussi relevé que c'est aussi possible que les Congolais en fassent autant pour que les Congos s'inscrivent aussi dans les concerts des
nation. C'était ça? Vous avez très bien dit, vous avez très bien dit cela. Moi, je pars du principe que l'impossible n'est pas congolais. Je pars du principe que nous avons un pays aujourd'hui qui a été mal géré et honte à ceux qui ont géré ce pays jusqu'à présent parce qu'ils nous ont mis dans une situation très délicate. Mais je voudrais que le peuple congolais se réveille en gardant à l'esprit que si nous travaillons désormais pour faire de ce pays-là ce que les pères de l'indépendance avaient appelé bâtir un pays plus beau qu'avant, il est possible de pouvoir y arriver. Pour cela, nous devons nous mettre ensemble, nous devons avoir une vision de développement, on ne doit pas faire des actions au hasard, on doit inscrire tout ce que nous faisons dans une vision globale de développement bien articulée qui va nous orienter vers l'émergence de la RDC à l'horizon dans 15 ans. Donc le message est passé et surtout les officiels congolais qui nous suivent et pourquoi pas la jeunesse congolaise qui nous suit a bien saisi les messages. Revenons à vous, docteur Noël Tchani. Vous avez pris part aux élections. Comment appréciez-vous au jour d'aujourd'hui les processus électoraux auxquels vous avez pris part et dont les résultats sont connus aujourd'hui? C'est un processus très imparfait. Très imparfait. Dans une démocratie naissante comme celle de la RDC, nous devons être conscients des faiblesses de notre système et pouvoir travailler sur ces faiblesses-là pour perfectionner le système, pour que la démocratie puisse avoir la chance de se développer et qu'elle soit plus transparente dans l'avenir. Je vais vous dire certaines des choses que je pense devraient être changées. Il est tout à fait inadmissible qu'on ait une élection présidentielle où il y a 21 candidats, mais il n'y a pas de débat contradictoire entre candidats. Il faut introduire l'exigence de débat contradictoire entre candidats pour que chacun des candidats se présente d'abord au peuple congolais, mais que chacun des candidats défende son projet de société ou sa vision pour le Congo devant le peuple congolais. Pas question d'envoyer des gens, des représentants pour parler au nom... Quelqu'un qui envoie ses représentants, ça veut dire qu'il n'est pas à la hauteur d'être président de la République. Ça, on a noté. Donc, il faut nécessairement qu'il y ait ce débat contradictoire. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, quand on a 21 candidats, il est difficile de se concentrer sur chacun des candidats. Il faut qu'on ait ce qu'on appelle des éliminatoires. Il faut qu'on revienne au système d'élection présidentielle à 2 tours, de scrutin à 2 tours, pour qu'au premier tour, on élimine les plus faibles et qu'au deuxième tour, qu'il y ait 2 ou 3 candidats qui vont s'affronter. En ce moment-là, le peuple congolais pourra avoir l'occasion de savoir qui est qui et de choisir donc la meilleure personne possible. Ensuite, je souhaiterais qu'on puisse introduire... je reviens au système donc, de débat contradictoire. Nous sommes un grand pays. Nous sommes pratiquement 2 342 000 km², l'équivalent de la somme de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Grèce, du Portugal, de la Suisse, mais tout ça mis ensemble. Il est difficile que tout le monde sur le même territoire national puisse avoir accès aux mêmes informations au même moment sur le déroulement de la campagne. Je proposerais que les débats contradictoires que je propose, qu'il y en ait au moins 4. Un débat qui peut avoir lieu à Kinshasa, tout le monde aura l'attention centrée sur ça, peut-être sur les questions politiques, administratives et consorts. Un débat peut avoir lieu à Lubumbashi sur les questions économiques et financières, minières. Un débat peut avoir lieu en Mbujimai ou à Kananga sur les questions... Vous citez aussi chez moi en Bandaka. J'arrive. Sur les questions, par exemple, de pauvreté, des questions sociales et consorts. Un débat peut avoir lieu, par exemple, à Kisangani, en Bandaka ou à Kindu-Maniema. Donc, comme ça, on aura l'occasion chaque fois de déplacer tous les candidats vers un coin de la République et l'attention, pendant cette période, va être focalisée sur cette partie-là. Je pense que ça pourra contribuer beaucoup à l'amélioration de notre processus démocratique parce que d'abord, les candidats seront obligés de faire attention à toutes les parties, tous les coins de la République, de connaître mieux ces coins de la République et de se vendre mieux aux populations chaque fois qu'ils se retrouvent donc dans ce coin-là. Ça, c'est l'une des choses. Maintenant, je souhaiterais aussi que nous puissions revoir notre constitution pour permettre aux Congolais de la diaspora de participer au choix des dirigeants. La diaspora, c'est une grande composante de notre population. Nous avons 92 700 000 personnes aujourd'hui et la population de la diaspora représente à peu près 10% de cela. C'est-à-dire que nous avons à peu près 9 millions de personnes qui vivent dans la diaspora. On ne peut pas les exclure. Nous devons trouver des voies et moyens pour les enrôler suffisamment tôt pour qu'ils puissent participer au choix des dirigeants lors des élections présidentielles, législatives et consorts. Maintenant, au-delà de cela aussi, je pense qu'il sera important que nous puissions revoir les conditions d'éligibilité donc à certains postes.
Moi, je continue à penser qu'il faut qu'on puisse introduire les exigences d'études minimum dans les qualifications des candidats. Il n'est pas question, par exemple, d'avoir juste quelqu'un qui a fait donc le niveau du secondaire pour prétendre devenir président de la République. Les choses ont beaucoup évolué. Nous devons exiger qu'il y ait au moins le niveau de maîtrise au minimum. Moi, je dirais même qu'on exige qu'il y ait donc le doctorat pour être président de la République. Mais je ne voudrais pas être selfish. Mais qu'on ait au moins donc le niveau de maîtrise dans une spécialité quelconque pour qu'on soit éligible à devenir président de la République. Et maintenant, ceux qui sont des députés peuvent être, je ne sais pas quoi, ils peuvent avoir donc les qualifications au niveau donc de la licence et consorts. Donc, je pense que si nous arrivons à faire ces choses-là, ça va améliorer notre processus démocratique et ça permettra, dans l'avenir, au choix des meilleurs dirigeants pour ce pays. Vous connaissez que notre processus électoral a connu beaucoup d'imperfections, beaucoup d'irrégularités. Alors, nous sommes à l'aube du 3e cycle. Ma question, jusqu'où irons-nous avec ces imperfections? Doit-on continuer comme ça, en allant d'imperfection en imperfection, d'irrégularité en irrégularité? Ou bien à un moment donné, nous devons nous dire, OK, on arrête, faisons des choses selon les règles de l'art. J'espère que les Congolais vont se réveiller, parce que notre pays est en train de connaître un retard énorme sur le plan du développement. Vous pouvez dire ça, Lingala, j'espère que les Congolais vont... Nakanisi ba Congolais bako la muka, la sommeil profond dans lequel ils sont plongés actuellement. Voilà, donc j'espère qu'ils vont se réveiller. Pourquoi? Parce que tous les autres pays sont en train de faire des progrès. Et nous sommes en train de tourner en rond. Et quand j'entends aujourd'hui des discussions toujours autour de partage de gâteaux, partage donc des postes, ça montre bien qu'on n'a pas une vision de développement. Quand on a une véritable vision de développement, on mobilise tout le monde pour travailler donc dans ce sens-là. Et aujourd'hui, ceux qui ont mal géré dans le passé devraient accepter de se mettre de côté. Ces histoires de on va faire des arrangements entre nous, on ne peut pas s'en sortir. Il faudra qu'on soit rigoureux, qu'on puisse sélectionner les meilleurs et que les meilleurs puissent prendre le destin en main pour développer le Congo au profit de tous. Doctrine parlementaire, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, c'est donc votre magazine politique qui fait la chronique des activités parlementaires. Mais à part ça, doctrine parlementaire, il revient aussi sur l'actualité de l'heure. C'est dans ce cadre-là que nous recevons aujourd'hui sur ce plateau Dr Noël Tchani avec son background qui pèse, hein? Ça pèse sur vos épaules. Hein? Ça pèse sur mes épaules, mais je voudrais aussi en profiter pour clarifier une chose. J'ai parlé tout à l'heure là de choses, de modifications à faire pour parfaire notre démocratie. Allons-y. Je voudrais ajouter une chose parce que nous sommes dans une émission qui s'appelle Doctrine parlementaire. Je voudrais parler de notre système parlementaire. Allons-y, rapidement, parce qu'on doit aborder l'aspect qui vous concerne, les plans marchés de Dr Tchani. Nous avons un parlement bicaméral, c'est ça qu'on dit, avec deux chambres, la chambre basse et la chambre haute. La chambre basse, l'Assemblée nationale, les députés nationaux sont élus au suffrage universel direct. Et au niveau donc des sénateurs, ils sont élus au suffrage indirect. Nous avons compris que le système indirect permet la corruption. Pourquoi? Parce qu'il suffit d'identifier 4 ou 5 députés provinciaux, de les soudoyer, leur donner de l'argent, ils vont voter pour vous pour que deveniez donc sénateur. Tout le monde est conscient de ça. C'est la même chose aussi qui se passe au niveau des gouverneurs des provinces. Je souhaiterais que nous ayons tolérance zéro à l'égard de ce système-là. Je propose purement et simplement, pour des raisons d'efficacité, qu'on revoie la composition de notre Parlement. C'est-à-dire qu'on envisage la suppression pure et simple donc, du Sénat et qu'on reste avec une chambre, la chambre basse, qui serait donc l'Assemblée nationale, où les députés sont déjà élus au suffrage direct. De cette façon-là, on élimine l'élément de corruption dans le système parlementaire. Je crois que ce sera un message très important. Mais en plus de cela aussi, je souhaiterais que cette réduction-là, cette élimination donc, du Sénat va nous permettre de réaliser les économies d'échelle. Les lois vont être votées au niveau de l'Assemblée nationale. Une fois qu'elles sont votées, rapidement, on envoie donc la loi au niveau du président de la République pour promulgation. Donc, on ne va pas être pris dans la bureaucratie parlementaire, ce qui retarde donc l'adoption de certaines lois. Mais au-delà de cela aussi, surtout, on va réaliser des économies d'échelle. Imaginez si on supprime donc 100 sénateurs, avec les émoluments et les salaires donc qu'ils leur donnaient, des voitures et consorts, on utiliserait cet argent-là chaque année pour construire un hôpital ou construire donc des écoles au profit du peuple congolais. Voilà, les sénateurs vous suivent, ils vont certainement réagir et c'est votre point de vue, nous le respectons.
Docteur Noël Tchani, l'économie de la RDC, c'est une économie malade, je dirais même très malade, où tous les paramètres sont au rouge. Nous avons les taux d'analphabétisme très élevés, les taux de chômage très élevés, je voulais dire, les PIB très bas, le PNB très bas, et que sais-je encore. Et vous, dans ces contextes-là, vous débarquez, vous dites comme dans une baguette magique, vous pensez reconstruire la RDC et l'amener au développement. Qu'en est-il avec votre plan Marshall de Noël Tchani? Effectivement, tout ce que vous venez de dire, donc, ça fait partie du diagnostic que nous avons posé, que nous avons mené pour déterminer la situation dans laquelle se trouve le pays. Et nous avons conclu que le pays se trouve dans une situation très délicate. Nous ne sommes nulle part. Aujourd'hui, quand on regarde le produit intérieur brut par habitant, le PIB par habitant, comme on l'appelle, qui indique le niveau de vie de la population d'un pays. Et on compare tous les pays du monde. Le PIB de la RDC est classé à 224e sur 226 pays. Le seul pays qui est derrière, nous sommes à égalité avec le Burundi, à $800 par tête d'habitant. Le seul pays qui est derrière nous, c'est la République centrafricaine. Nous devrions avoir honte en tant que pays, un grand pays comme celui-ci, avec toutes les ressources naturelles, et nous sommes si mal placés. C'est une vérité parce que nos populations vivent très mal. Il suffit d'aller donc à 15 minutes donc de l'échangeur de Limete. Vous allez voir, vous arrivez dans la ville de Bibois, ou bien Lemba Imbu, ou bien Kimwenza, vous allez voir comment nos compatriotes vivent. Nous sommes dans une situation très embarrassante. Nous avons 85% de la population active au chômage. C'est-à-dire que tout le pays est au chômage. Nous avons moins de 10% de la population qui ont accès à l'eau potable, à l'électricité, aux services de télécommunications. Et d'ailleurs, quand on dit moins de 10%, on est très gentil. Vous savez quoi? Là où je suis, dans la commune de la Gombe, il y a coupure d'électricité une vingtaine de fois par jour. Même ici, une vingtaine de fois par jour. Les gens sont obligés de pouvoir utiliser les groupes électrogènes pour arriver à survivre. Ce n'est pas du tout acceptable pour un pays qui a autant de ressources. Quand on regarde la qualité de l'éducation, la qualité des ressources humaines congolaises aujourd'hui, ces ressources humaines sont très mauvaises. Nous devons être conscients de ça. Les Congolais ne sont pas compétitifs par rapport aux autres Africains du Sénégal, de la Côte d'Ivoire ou d'Afrique du Sud et consorts. Ne comparons même pas par rapport aux États-Unis d'Amérique, au Japon, à l'Indonésie et consorts. Nous devons être conscients de ça. On ne règle pas ces problèmes-là avec des réformes cosmétiques. On ne règle pas ces problèmes-là en faisant des choses très rapidement. On règle ce problème en ayant réfléchi correctement, en élaborant une stratégie de développement, à mettre en œuvre sur une période de temps relativement longue. Et moi, je vous propose le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC à mettre en œuvre sur une période de 15 ans. Parce que je sais que même au bout des mandats présidentiels, on ne peut pas régler tous les problèmes. Il faut avoir cette vision à long terme, commencer à la mettre en œuvre de façon minutieuse en se disant: si nous faisons ça, voici les conséquences dans 3 ans ou dans 5 ans. Si nous faisons ça, voilà là où nous allons arriver donc dans 15 ans, ainsi de suite. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Tant que nous n'avons pas cette réflexion-là et que nous sommes en train tous de courir derrière l'argent, ce pays va se disloquer. La misère, elle est totale. Le peuple n'en peut plus. C'est ça, je voudrais inviter tout le monde. Et je propose d'ailleurs une chose. Je souhaiterais être invité au niveau de notre Parlement parce que nous sommes dans la doctrine parlementaire ici. Je voudrais aller rencontrer tous les députés et tous les sénateurs, leur présenter comme Congolais, et exposer votre plan. Présenter le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Parce que je voudrais qu'à la fin, qu'ils puissent apporter peut-être des modifications, des changements, qu'ils puissent me dire, là vous avez raison, ici vous n'avez pas raison, voici comment on devrait faire les choses. Mais à la fin de cela, nous allons adopter donc un plan qui deviendra la Bible pour le développement de la RDC. Je vous invite, messieurs les parlementaires, je vous invite, messieurs les sénateurs, trouvons l'occasion de pouvoir débattre pour une fois du développement de notre pays. Si nous le faisons, nous allons corriger ce plan, ça deviendra la Bible que tout le monde va suivre et tous les enfants, au niveau des écoles, au niveau des universités, pourraient étudier cela en se disant, c'est ça qui va nous amener au développement et quelles sont les actions que nous allons pouvoir mener ensemble.
Voilà une proposition que j'ai faite au niveau de notre Parlement, au niveau de notre Assemblée nationale, mais aussi au niveau du Sénat. Voilà, avant que cette occasion-là vous soit donnée, vous êtes ici dans une tribune qui parle des doctrines parlementaires. Alors, qu'en est-il de ce plan Marshall? Si vous pouvez juste nous donner les grandes lignes, parce que dans une émission de 45 minutes, 52 minutes, on ne sera pas en décortiquer, on ne sera pas à entrer dans les moindres détails, mais juste les grandes lignes de ces fameux plans Marshall. Les grandes lignes, c'est que j'ai fait le diagnostic de la situation et je vous ai dit aujourd'hui que le Congo est en situation de faillite, de cessation des paiements. On est nulle part. Nous sommes très sous-développés aujourd'hui. Maintenant, la question, c'est comment sortir de cette situation pour devenir pays émergent, pays développé en l'espace de quelques années. Moi, je vous propose donc 15 ans. Pour cela, je propose 15 programmes complémentaires cohérents. En gros, on devra investir donc dans la promotion de la paix, de la sécurité, la mise en place d'un état de droit fonctionnel, surtout la mise en place des institutions démocratiques qui fonctionnent. Ensuite, nous allons améliorer le système de gouvernance, c'est-à-dire améliorer donc la façon dont nous captons les ressources publiques, qu'on les mette dans le budget de l'État, utiliser un budget beaucoup plus costaud, augmenter ce budget de 5,9 milliards de dollars aujourd'hui à, en moyenne, 45 milliards de dollars par an. Sur une période donc de 15 ans, ça va nous donner un total donc de 680 milliards de dollars au total. Et maintenant, nous allons ajouter donc à cela les ressources qui viennent des investissements directs étrangers, mais également des contributions des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux pour mobiliser les 800 milliards de dollars dont nous avons besoin pour mettre en œuvre le plan pendant cette période. Ensuite, nous allons investir massivement dans ce qu'il y a de plus important pour le développement de notre pays, les ressources humaines, l'homme et la femme congolais, c'est-à-dire améliorer le système d'éducation, améliorer le système de santé pour permettre aux Congolais de vivre mieux, de vivre le plus longtemps possible, d'extendre, comme on dit en anglais, d'allonger l'espérance de vie à la naissance de 50 ans aujourd'hui, à environ 83 ans, 84 ans, comme en Belgique, en France ou dans d'autres pays donc, au niveau occidental. Et après donc, cet investissement donc, dans les ressources humaines, pour avoir des ressources humaines de qualité, nous allons investir donc maintenant pour diversifier notre économie. Notre économie, on va développer l'agriculture, l'élevage, la pêche, en mécanisant donc ces secteurs-là qui touchent à près de 70% de la population qui vivent dans les milieux ruraux. Mécaniser cela pour produire plus, pour notre autosuffisance alimentaire, mais également pour exporter les produits qu'on aura produits vers les pays africains, mais également vers d'autres pays sur le plan international. Au-delà de cela, on va développer aussi le tourisme. Chaque province congolaise présente des spécificités touristiques dont nous devons, des potentialités touristiques que nous devons développer pour attirer plus de gens qui viennent visiter chez nous et ça va créer des emplois pour tout le monde. Au-delà de cela, maintenant, nous allons mettre l'accent sur le développement industriel. Le développement industriel, le Congo a 1100 minéraux métaux précieux différents. Mais vous savez quoi? La caractéristique de notre économie avant l'indépendance, après l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'on produit des matières premières brutes, on les envoie à l'extérieur, à l'état brut, on crée des emplois à l'extérieur par la transformation à l'extérieur du pays et nous conservons quoi? Le chômage. Conséquence, nous avons 85% de la population au chômage. Ce que nous devons faire, c'est changer le mental, la philosophie. Pour chaque matière première, on doit la transformer en produit fini, produit semi-fini à l'intérieur du Congo. Une fois que nous faisons ça, on va ajouter de la valeur, on va créer des emplois pour tout le monde. Je donne un exemple. Nous avons le coltan qui est produit donc à l'est de la République. On exporte le coltan, frauduleusement d'ailleurs, à travers le Rwanda vers les pays occidentaux qui utilisent ça pour pouvoir fabriquer le iPhone, le iPad et d'autres gadgets électroniques, les caméras, les télévisions, les postes de télévision, les ordinateurs et consorts. Mais nous conservons le chômage et ces emplois sont créés à l'extérieur. Ce que nous allons faire, c'est chercher à utiliser le coltan pour fabriquer les iPhones, les iPads congolais. Au niveau du territoire national congolais, on va créer beaucoup d'emplois pour cela. Je donne un deuxième exemple. Nous produisons de l'or et du diamant. Le diamant vient du Kasaï, l'or vient de l'Est, par exemple, de la province orientale. Mais nous n'avons pas... Il faut faire beaucoup d'attention. Hein? Allons-y. Nous n'avons, par exemple, pas la capacité de produire ici les bacs de fiançailles pour nos filles et nos femmes congolaises ici, de qualité, qui soient des produits finis de qualité que nous pouvons non seulement vendre à toutes les filles congolaises, à toutes les femmes africaines, mais vendre à toutes les femmes donc, du monde. Rien que faire la bague de fiançailles congolaise, qui serait de haute qualité, et on l'exporte à travers tous les citoyens donc, du monde, ça va créer des emplois pour tout le monde ici. Ça, c'est une idée et nous pouvons appliquer aux 1100 minéraux et métaux précieux différents que nous avons. Si nous faisons ça, nous allons diversifier notre économie,
nous allons tellement créer des emplois qu'il n'y aura pas un seul chômeur congolais. On va prendre tout le monde qui se trouve dans les rues. Même les enfants de rue, on va les mettre dans des écoles de formation accélérée, des formations à vocation professionnelle. Tout le monde va trouver du travail et les Congolais vont vivre mieux. C'est ça le sens du plan Marshall que je propose. Maintenant, au-delà de ça, il y a deux autres choses que je voudrais mentionner. Le secteur privé. Nous devons mettre en place un bon environnement pour le développement du secteur privé, pour faciliter la création d'emplois des entreprises par les Congolais et l'émergence de ces entreprises-là pour qu'elles puissent aller à la conquête d'autres marchés. Au-delà de cela, nous n'avons pas de monnaie nationale. Notre monnaie, aujourd'hui, fait la honte de la République. Elle est en contravention de la Constitution de la République. La Constitution de la République, parce que je m'adresse aux parlementaires ici, dit quoi à son article 170 ? Que le franc congolais est la seule monnaie utilisable sur l'étendue du territoire national. Mais qu'est-ce que nous avons de la pratique? Nous n'avons pas que le franc congolais, nous avons le dollar, l'euro, le franc CFA, nous avons le kwacha zambien, le kwanza angolais, le franc rwandais, le shilling ougandais. Toutes ces monnaies circulent donc sur notre territoire national, contrairement à notre constitution. Nous devons restructurer la Banque centrale, nous devons restructurer la monnaie pour qu'on ait la seule monnaie qui soit utilisable partout. Et surtout, nous devons repenser notre système financier. Le système financier congolais aujourd'hui, vous savez, il a combien de banques? 20 banques à peu près, je crois 19 ou 20 banques. Toutes ces banques-là appartiennent aux étrangers. Toutes, sans exception. À part une seule banque, peut-être qui appartient à une famille politique, donc la BGFI qui appartient à la famille Kabila et puis les gens du Gabon et consorts. Mais toutes ces banques appartiennent aux familles, aux étrangers. Ce n'est pas acceptable. On ne peut pas développer un pays en ayant un système financier contrôlé par des étrangers. Pourquoi? Parce que, je vais vous donner un exemple qui va peut-être ouvrir les yeux de tout le monde. Vous allez dans une banque libanaise. La banque libanaise reçoit ses ressources comment? En recevant les dépôts de la clientèle congolaise. C'est-à-dire que les Congolais déposent leur argent dans les banques. Mais cette banque, je vais simplifier pour faire comprendre l'étendue du problème aux gens. Si cette banque doit faire un seul crédit de 10 millions de dollars, et elle a deux clients devant elle, un Congolais et un Libanais, devinez à qui on va donner le crédit? On va donner le crédit aux Libanais. C'est comme ça qu'on a tous ces bâtiments-là qui poussent en ville, mais qui n'appartiennent pas aux Congolais, qui appartiennent aux Indo-Pakistanais, aux Libanais et consorts. Nous sommes en train d'utiliser le système bancaire pour vendre notre pays. Les choses doivent changer. Ça ne peut pas continuer comme ça. Je voudrais que cette vision-là, qu'on change la conception donc, de la Banque centrale, c'est ça le travail que la Banque devait faire. Qu'on change la conception de la Banque centrale, qu'on restructure la Banque centrale, qu'on lui donne des moyens de pouvoir orienter le développement du secteur financier vers les intérêts nationaux plutôt que de servir les intérêts privés étrangers. Je vais peut-être m'arrêter là-bas, mais il y a beaucoup d'autres choses dans le cadre du plan Marshall que nous pouvons comme partager nous avec l'avons tout le dit, monde. on ne saura pas tout terminer dans une émission de paix des minutes comme ça. Alors, tout ce que vous venez de relever là, c'est très beau. Mais comment est-ce possible dans un pays fortement gangréné par la corruption? Vous n'avez pas fait mention à la lutte contre la corruption. Il faut qu'engrener. Je vous ai dit qu'on doit améliorer le système de gouvernance. Pour améliorer le système de gouvernance, on doit combattre la corruption. On doit avoir tolérance zéro à l'égard de la corruption. C'est pour ça que j'étais tout à fait favorable à ce qu'on supprime le Sénat quand on les a accusés donc de corruption. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire pour combattre la corruption? Il faudrait, moi je pense, au niveau du gouvernement, adopter une politique de tolérance zéro. C'est-à-dire qu'on va afficher un numéro de téléphone que tous les Congolais vont connaître et aussi développer un site web que tous les Congolais vont connaître. Vous pouvez accuser quelqu'un de corruption en allant dans le site web et en disant « telle personne à tel endroit, tel service ». Il est corrompu à telle heure, il a fait ceci, cela. Donc, les enquêtes, ou bien appeler ce numéro de téléphone pour donner... Avec des preuves à l'appui. Oui, j'arrive. Ou appeler pour dénoncer quelqu'un sur ce numéro de téléphone-là. Maintenant, une fois que vous avez dénoncé quelqu'un, il y aura beaucoup de dénonciations fantaisistes. Il faudra travailler avec la justice pour qu'on puisse enquêter. On va faire des enquêtes. Si on trouve que les allégations de corruption sont sérieuses, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va prendre la personne, l'amener au tribunal. Il faut que l'état de droit fonctionne. Qu'on l'amène cette personne au tribunal. Il faut que le procès contre la personne corrompue passe en direct à la télévision. Utiliser la RTNC 2 ou la RTNC 1 ou 3 à cet effet-là pour pouvoir éduquer la population. Maintenant, une fois qu'on a jugé la personne et qu'on l'a condamné à 10 ans, 15 ans, 20 ans ou 30 ans de prison,
vous allez passer votre temps là-bas parce que vous êtes un ennemi de la République. Et il n'y aura pas de grâce présidentielle. N'attendez pas quand je deviendrai président de la République que vous allez bénéficier de la grâce présidentielle parce que vous allez rester là-bas. Tout le monde va sortir, sauf les corrompus. Maintenant, quand vous restez là-bas, le jour que vous sortez de là, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Vous ne pouvez plus travailler dans l'administration publique. Vous ne pourrez plus postuler pour des mandats électifs. Vous ne pouvez pas être député national, provincial, président de la République et consort. Et vous ne pourrez plus jamais soumissionner pour des marchés publics. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire vendre vos services ou vos produits à l'État. Vous serez un citoyen mis en quarantaine. Je proposerais même qu'on vous arrache le passeport congolais et qu'on vous arrache aussi la carte d'électeur. Comme ça, vous allez rester dans votre pays, vous n'avez plus donc de droit du tout. Quand on va faire ça avec une personne, une deuxième et une troisième, devinez quoi? La corruption va disparaître. Et je vous informe que le Nigeria, sans être aussi rigoureux comme je le propose, récolte chaque année des 12 à 15 milliards de dollars de la lutte contre la corruption. La RDC se trouve dans la même situation. Et d'ailleurs, Luzolo Bambi, en tant que conseiller spécial du président de la République en matière de lutte contre la corruption, sous l'ancien régime qui était déjà corrompu, Luzolo Bambi disait que chaque année, la RDC perd de 10 à 15 milliards de dollars. Cherchons à récupérer cet argent-là, augmentons le budget national et utilisons ça pour financer le développement. Mesdames et messieurs, dans le cadre de la production de votre émission Doctrine parlementaire, nous avons été faire un tour de l'autre côté du Palais du Peuple, siège de l'institution Parlement, où nous avons été à la rencontre d'un député national, à la personne de l'honorable René Sébastien Bofaya, élu de la circonscription de Mongala et ancien conseiller de l'ex-président de la République en matière politique. Avec lui, nous avons évoqué la question des travaux parlementaire qui s'y déroule pendant ces quelques mois, et à l'occasion, l'honorable René Sébastien Bofaya nous a parlé aussi du rôle d'un député. Nous les suivons à travers cet élément que la réalisation vous propose, et après nous allons nous retrouver pour la suite de notre émission avec le docteur Noël Tchani. Nous suivons. Je suis un acteur totalement impliqué dans la marche de l'Assemblée nationale dans sa législature actuelle. Nous avons été occupés, comme le prescrit la loi, de procéder à la mise en place de cette institution, par la mise en place d'abord du bureau provisoire, la validation des mandats, l'élaboration du règlement intérieur, l'élection du bureau définitif. Et toutes ces étapes prévues par la loi ont été franchies. Et maintenant, nous commençons avec les travaux parlementaires proprement dit. On est dans l'étape de la mise en place des autres structures, des autres organes de l'Assemblée nationale. Après le bureau, il y a, comme vous le savez, la conférence des présidents. Il y a évidemment qui comprend les présidents des groupes parlementaires et des commissions permanentes de l'Assemblée nationale, mais aussi le comité des sages. Je crois que ce travail est déjà fait à près de la moitié. Aujourd'hui, c'est aussi une séance qui sera consacrée à cette question pour voir, je pense, je l'espère, et comment finaliser la mise en place de toutes ces institutions-là. Bon, c'est vrai que ça a pris un peu de retard, parce que l'Assemblée a une configuration multicolore, et l'élection du bureau avait créé des petites, je ne dirais pas des petites dissensions, mais des petits tiraillements qui ont fait que nos amis, nos compatriotes de la branche opposition ont préféré sécher les travaux. La présidente nous a dit qu'elle est en contact avec toutes ces composantes qui sont concernées par la question pour essayer de remettre tout le monde ensemble et faire en sorte que le travail de l'Assemblée nationale puisse démarrer, puisse prendre sa vitesse de croisière. Connaissant
la dextérité de Madame la Présidente et connaissant la passion qui anime chacun des membres du bureau que nous avons élus, du moins les 6 qui sont connus jusque-là, je suis presque convaincu que nous trouverons un terrain d'entente et que finalement l'Assemblée nationale pourra continuer à poursuivre ses travaux avec l'ensemble des députés qui la composent. Le rôle du député, c'est de participer à l'élaboration des lois. C'est la mission principale de tout Parlement, de tout parlementaire. Doter le pays des lois qui sont de nature à l'aider à poursuivre le chemin de son développement et de son émergence. Et le rôle du député, et du moins de l'Assemblée nationale ou du Parlement, si vous voulez, c'est aussi de servir de contrepoids aux autres organes de l'État, aux autres institutions de l'État. Et principalement, ce qui nous concerne, c'est d'assurer le contrôle de l'action de l'exécutif, le gouvernement de la République, les entreprises, les établissements et les services publics, et pour les amener à ne travailler que dans l'intérêt du peuple, dans l'intérêt du pays. Et c'est une mission importante. Nous avons aussi une autre mission, qui est venue se greffer un peu dans les missions traditionnelles de l'Assemblée nationale. C'est une mission diplomatique. Et c'est ce que l'on appelle, que l'on désigne souvent sous le vocable de diplomatie parlementaire. L'Assemblée nationale, vu la position qu'elle occupe dans l'arsenal institutionnel du pays, c'est la deuxième institution de la République. C'est la représentation de l'ensemble de la République, de l'ensemble de la population congolaise. Et en tant que telle, l'Assemblée nationale, dans son volet de l'action de la diplomatie parlementaire, joue aussi un rôle important pour approcher les points de vue du Congo, de la République démocratique du Congo, à ceux de nos partenaires de l'extérieur. Et souvent, nous réussissons dans cette mission parce que l'Assemblée nationale a une notoriété telle qu'elle est très respectée en dehors des frontières de la République et souvent comme élu du peuple. Et nous arrivons le plus souvent à décanter certaines situations. Avec vous, docteur Noël Tchani, ce sont les institutions qui se mettent petit à petit en place. Et à l'heure qu'il est, on parle de l'évaluation. Si vous pouvez ramasser ça rapidement, donc vous prenez ces deux institutions et les présidents et les autres institutions pour dire un mot sur l'évaluation, parce que c'est déjà plus de 100 jours. Je dirais que les institutions de la République fonctionnent trop lentement, à mes goûts. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays où il y a trop de défis de développement à relever. Les gens sont en train de mourir de faim. Il faut éviter les je suis sidéré de voir que nos parlementaires, depuis qu'on les a élus, ils ont passé 2 mois à élaborer le règlement d'ordre intérieur. 2 mois, s'il vous plaît. Pourquoi on doit rédiger le règlement d'ordre intérieur au début de chaque législature? Ayez un règlement d'ordre intérieur constant qu'on va appliquer à toutes les législatures. Non, les données changent. Comme ça, on n'a pas besoin d'échanger, d'inventer la lune tout le temps. C'est une proposition que j'ai faite au niveau de l'Assemblée nationale, mais également au niveau du Sénat. Qu'on ait un règlement constant qu'on va appliquer à toutes les législatures. Si après 15 ans, 20 ans, 25 ans, on constate qu'il y a des failles, on peut corriger. Mais on ne va pas rédiger tout le temps, ça fait perdre du temps à tout le monde. Entre-temps, on paye tous ces gens-là. Donc des salaires, des émoluments et qu'on sort pendant 2 mois, c'est l'argent qu'on pouvait utiliser pour construire donc une école. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose aussi, c'est quoi? C'est que il faut qu'au niveau institutionnel congolais, les gens réalisent que nous sommes en compétition contre le reste du monde. Vous savez, chaque fois que je rentre aux États-Unis, je ne reconnais pas mon propre quartier. Pourquoi? Parce que je trouve tout le temps qu'on casse l'ancien, on construit le nouveau, on modernise. Mais ici, il n'y a rien qui bouge. Nous devons commencer à aller très rapidement parce que le peuple congolais n'en peut plus. On attend des institutions congolaises, qu'on développe la RDC au profit de tous. C'est ça qui nous intéresse, qu'on améliore donc les conditions de vie de la population. Ces histoires de traîner les pieds et de faire donc des discours pendant plusieurs années, plusieurs jours là, je voudrais qu'on sorte donc de ce cercle vicieux. Voilà, comme je l'ai annoncé, c'est aussi l'actualité
dans notre pays reste aussi dominé par la nomination du professeur Ilunga Ilukamba. C'est donc à vos yeux cet oiseau rare que les Congolais attendaient? Bon, je ne connais pas le professeur Ilunga. D'abord, je voudrais lui présenter mes félicitations en tant que Congolais. Chaque fois qu'il y a un de nous qui émerge quelque part, donc il faut être content de cela. Mais je pense que ce n'est pas ça que les Congolais attendaient. Les Congolais voulaient voir la rupture par rapport à la gouvernance passée. Et Ilunga n'incarne pas cela. Mais dans un contexte actuel... J'arrive, laissez-moi parler. Et puis, ensuite, on voulait voir quelqu'un qui symbolise le changement positif que nous voulons pour l'avenir de notre pays, attendu par la population. Je ne pense pas qu'il incarne cela. Mais je respecte la décision prise par le chef de l'État, qui doit avoir plus d'informations que moi et qui doit avoir des considérations que moi, je ne connais pas. Je voulais dire que dans un contexte actuel où nous avons le président de la République qui n'a pas la majorité, qui... c'est cette dernière qui doit proposer un Premier ministre. Et comment voudrez-vous vous attendre à une rupture? Vous voulez que le Congo aille de l'avant et se développe rapidement? Il faut laisser au président de la République les manœuvres, les leviers du pouvoir pour qu'il puisse jouer son rôle comme il le faut. Le président Kabila a fait son temps. Il faut qu'il reste donc dans sa caserne. Maintenant, il faut laisser le président Félix Tshisekedi assumer tous les pouvoirs. Quand j'entends des discussions que les ministères régaliens, on doit se les partager, s'il vous plaît, il faut laisser ces ministères-là. Il faut laisser ces ministères-là sous le contrôle du président de la République. Il en a besoin pour exercer son pouvoir, pour faire tourner le pays au profit de tout le peuple congolais. On n'a pas besoin d'avoir un président qui aura donc des méliers, qui ne peut pas fonctionner. Pourquoi est-ce qu'on l'a élu là-bas? On l'a élu pour qu'il puisse développer le Congo au profit de tous. Laissons-lui donc ce pouvoir-là et les institutions qu'il faut, les ministères qu'il faut, qu'il mette des gens avec qui il peut travailler correctement pour que le Congo puisse commencer à tourner. Toutes choses étant égales par ailleurs, puisqu'il est déjà là, je parle du Premier ministre, qu'est-ce que vous attendez de lui? J'attends de lui qu'il puisse développer la RDC au profit de tous, qu'il mobilise tout le peuple congolais, qu'on sorte de la logique des provinces. J'ai connu des premiers ministres qui ont utilisé tous les fonds publics pour aller investir donc à Kindu-Manième et consorts. Il faut qu'on puisse regarder toutes les provinces du pays de la même façon, qu'ils mobilisent tous les Congolais, qu'on mette en place un gouvernement de qualité, des technocrates, des gens intègres qui incarnent la rupture par rapport à la mauvaise gouvernance, qui symbolisent le changement et qui veulent travailler pour mettre en œuvre une vision, un programme cohérent, consistant avec la vision donc, du chef de l'État. S'il fait ça, je vais saluer ce qu'il fait. Moi, je suis pour un gouvernement très réduit qui travaille de façon soudée et qui a des objectifs bien précis, qui peut aider à mettre en œuvre la vision du chef de l'État. Et si ça ne dépendait que de moi, je ferais un gouvernement de pas plus, si j'étais Premier ministre, un gouvernement de pas plus de 25 ministres. Nous allons une fois de plus solliciter les concours de la réalisation pour nous balancer un élément, l'élément de toujours à lui, hein, l'honorable René Sébastien Bofaya qui revient en charge pour dire un mot sur l'émission Doctrine parlementaire et nous allons revenir pour conclure avec cette émission. Qui s'occupe de la vulgarisation de toutes les activités, si pas toutes, mais en tout cas des principales activités qui se déroulent au sein du Parlement, Assemblée nationale, pour ce qui nous concerne, mais aussi le Sénat. Et je pense que du point de vue de la conception même de votre émission, c'est une émission à soutenir et à encourager. Et parce que vulgariser voudrait dire porter à la connaissance même de ceux qui n'étaient pas là ou qui n'avaient pas suivi, et porter à leur connaissance l'évolution des activités au sein de l'Assemblée nationale. Nous sommes encore au début, mais il y aura un moment où les discussions seront chaudes dans cette maison. Et c'est grâce, je pense, à une émission comme la vôtre que notre population devra être suffisamment informée, pleinement informée du déroulement des actions qui se passent à l'Assemblée nationale. Mon souhait le plus ardent, c'est de voir cette émission, ses animateurs et ses réalisateurs faire un effort, de se démarquer un peu de ce que nous avons toujours vu dans ce pays, c'est-à-dire dans cette ville.
c'est-à-dire d'être véritablement, si pas l'église au milieu du village, mais des gens qui traduisent et rapportent fidèlement. Votre rôle consiste à rapporter. Je vous souhaite bonne chance et surtout plein succès dans la réalisation de votre mission. Voilà, de retour sur ce plateau, je suis avec le docteur Noël Tchani. Docteur, il est évident que vous ne pouvez pas vous-même prêcher dans votre propre chapelle, mais en regardant, en scriptant de très près votre parcours et surtout, comme je l'ai dit, votre background intellectuel, comme nous l'avons relevé, ça pèse, c'est-à-dire vous êtes une éminente matière grise qui regorge notre pays. Et pourquoi ne pas aussi faire appel à vous pour mettre aussi la main dans la pâte, dans le sens de faire évoluer les choses. Je voulais dire à des termes clairs, et si on vous proposait un poste? On ne m'a pas proposé le poste de Premier ministre. Non, je parle dans la composition de l'équipe. Si on m'avait demandé d'être Premier ministre, j'aurais accepté et j'aurais formé un gouvernement de taille, un gouvernement de rupture, un gouvernement de changement. Maintenant, on ne m'a pas proposé ce poste-là. Mais si on vous proposait de devenir soit ministre... Ça, c'est la prérogative du chef de l'État. Le chef de l'État me connaît parfaitement. Il connaît ce plan Marshall par cœur. Donc, s'il décide de pouvoir faire appel à l'expertise contenue dans le plan Marshall, on répondra en ce moment-là. Mais ce n'est pas sur la RTNC2 que je vais accepter donc un poste ou refuser donc un poste. J'ai dit merci au docteur Noël Tchani pour le déplacement, pour avoir accepté notre invitation. Merci à la grande équipe. Merci aussi à vous d'avoir suivi. Ça n'est fini. On se retrouve très prochainement au cours d'une autre édition de cette émission Doctrine parlementaire. Portez-vous bien partout. Vous nous suivez. Au revoir.